important. D'abord, au niveau de l'instance juridictionnelle concernée, c'est la Cour constitutionnelle allemande, surtout parce que c'est une première, il me semble. Il s'agit ici de questionner la constitutionnalité d'une loi climat à l'aune des droits fondamentaux, mais aussi dans une période post-accord de Paris, avec ce qui sera vraiment particulièrement développé, je suppose, et qui est extrêmement intéressant, une perspective transgénérationnelle. Donc, le professeur Gerhard Roller va nous expliquer tout cela. Je propose qu'on l'écoute pendant tout le temps que tu souhaites, en fait, Gerhard. Mettons maximum 1 heure pour qu'on puisse avoir suffisamment d'espace pour la discussion ensuite. Et donc, je te laisse tout de suite la parole. Et Marie-Sophie va présenter les slides. Merci beaucoup, Delphine. Et je crois que je ne vais pas utiliser tout le temps pour vraiment laisser un peu de temps pour la discussion parce que je suis aussi très intéressé aux remarques de nos collègues. Il y a beaucoup de collègues avec nous qui se sont de manière intensive occupés du sujet des affaires climatiques et du contentieux climatique. Donc, je suis aussi curieux de discuter avec vous. Mais avant, je vais donner cette petite en fait, introduction sur un arrêt qui certainement on peut l'appeler un arrêt historique. On est bien habitué à des recours constitutionnels, ça se fait tous les jours en Allemagne, il y a quelques milliers par an, mais comme tu avais dit, c'est la première fois que vraiment une loi climatique était sur la table de la Cour constitutionnelle. Et voilà, en certains points, partiellement, c'est déclaré inconstitutionnel. Donc, on va sur le plan, ce que nous allons discuter aujourd'hui, une introduction, et je vais aller rapidement vraiment dans le fond des choses. Je ne vais pas trop parler des aspects formels, l'intérêt à agir, mais on peut bien sûr y revenir dans la discussion. Là aussi, il y avait certains points, mais le fond de cette décision, qui est d'ailleurs 100 pages, donc c'est vraiment volumineux. Mais là, l'affaire Climasac, je crois, c'est à pair, hein, c'est presque aussi 100 pages. Alors, je crois que c'est aujourd'hui le chiffre qu'il faut atteindre si on fait un arrêt dans ce domaine, parce que c'est vraiment très complexe. Et je vais bien sûr aussi parler un peu de la réaction politique, qui était très rapide, et tirer quelques conclusions. Donc, vous voyez sur cette slide-là, l'original, comment c'était publié. En fait, ce sont 4 affaires liées qui étaient décidées par le premier Sénat du Bundesverfassungsgericht sous la présidence du président de cette cour même. Et sur la droite, vous voyez que nous appelons les Leitsätze, donc les points clés qui sont après expliqués dans la décision. Et comme j'ai dit, en partie, la loi était déclarée anticonstitutionnelle. Et sur les conséquences, on va aussi parler. Donc, comme j'ai dit, ce sont 4 affaires liées. D'ailleurs aussi, une action déposée par les mêmes acteurs qui ont déjà posé l'action devant le tribunal administratif de Berlin il y a quelques années, et qui ont ensuite, parce que là, ils ont perdu l'affaire, en tout cas, ils ont perdu de manière juridique, et ils ont continué avec la requête constitutionnelle. Et la plupart de ces requérants sont des jeunes, ça c'est important, aussi des requérants qui vivent au Bangladesh et au Népal, et 2 ONG. Et d'ailleurs, l'action des ONG était déclarée irrecevable pour manque d'intérêt à agir, mais toutes les autres
requête des privés était acceptée. En fait, le but de ces actions était, pour simplifier, bien sûr, que le législateur prenne des mesures plus restrictives. Alors ça, c'est le but général de toutes les affaires climatiques qui sont initiées par les gens que le législateur prenne des mesures plus ambitieuses. Et précisément, la loi climatique était déclarée dans les articles 3 et 4 qui prévoient que des émissions de gaz à effet de serre devront diminuer à 55% d'ici à l'année 2030. Et ça, c'est le chiffre qui est important par rapport à l'année 90, bien sûr. Et donc, là, j'ai un peu le problème que je ne vois pas vraiment très bien les slides, mais ce n'est pas grave. Bon, et avec une annexe qui montre les quantités pour certains secteurs à diminuer. Alors, je vais vous montrer la prochaine slide. Enfin, oui, la décision. La Cour disait que ces deux articles ne sont pas conformes aux droits fondamentaux, dans la mesure où ils prévoit pas des exigences suffisantes après l'année 2030. Parce que effectivement, disons, les mesures concrètes à prendre s'arrêtent à 2030 et pour le temps après, la loi reste un peu vague. Il n'y a plus des objectifs concrets, sauf en 2050, on devrait arriver à la neutralité climatique. Mais le temps entre 2030 et 2050, ce n'était pas vraiment réglé. Et ça, c'est le reproche principal de la Cour. Oui, vous voyez là maintenant ça c'est en anglais, mais ça c'est, j'ai pas trouvé une traduction française pour ces articles de la loi fédérale sur les changements climatiques. Et il s'agit surtout de cette deuxième phrase dans l'alinéa 1 de l'article 3 qui dit qu'il faut réduire voilà, les 55%. Puis dans l'article 4, on renvoie à l'annexe 2 et vous voyez là dans l'annexe 2 maintenant qu'il y a cette répartition entre les secteurs. Alors, ce n'est pas comme en Belgique, hein, on ne fait pas une répartition par les lenders. Bon, tout l'État fédéral s'est donné ses objectifs, mais les secteurs, bien sûr, que ce soit l'industrie, l'énergie, l'agriculture, etc., doivent apporter, disons, ils ont des charges différenciées. Et ça, ce sont des chiffres concrets en tonnes CO2. On revient sur ce point à la fin. Bon, juste pour expliquer un peu les fonctions des droits fondamentaux, selon la jurisprudence constante de la Cour de Karlsruhe, bon, la fonction classique, il faut mettre encore une fois, continuer le slide, oui, encore, et encore. Ça c'est pas. Oui, la fonction classique, bien sûr, comme je crois, dans tous les ordres juridiques, protéger l'individu contre les atteintes de l'État, c'est clair. Mais souvent, dans, disons, les conflits typiques du droit de l'environnement, c'est pas l'État qui est disons, en guillemets, l'ennemi du particulier, mais c'est un exploitant privé, ce sont des privés qui, disons, menacent peut-être, en créant un risque pour le voisinage, un autre privé. Et ça, c'est pas la fonction classique des droits fondamentaux. Ils ne sont pas normalement utilisés dans cette constellation. Alors, la Cour de Karlsruhe a depuis longtemps disons, ajouter une autre fonction aux droits fondamentaux en disant, voilà, les droits fondamentaux englobent aussi une obligation de protéger. Nous appelons ça en allemand le Schutzpflichten. C'est comme en anglais le duty to care. Et ces Schutzpflichten, cette obligation de protéger le privé aussi contre des atteintes ou des menaces de ces trois d'autres privés, ou aussi
des catastrophes naturelles comme le Covid ou les changements climatiques. Alors, cette conception est interprétée et déduite de l'article 2, alinéa 2, première phrase de la loi fondamentale, donc de notre Constitution, qui protège la santé et la vie. Voilà, ça c'est tout, hein. C'est juste cette phrase. Et là, la Cour dit, voilà, il y a un devoir de protéger qui incombe à l'État. Et maintenant, ce qui est important dans cet arrêt dont nous parlons, que ce devoir de protection qui est imposé à l'État selon cet article que nous avons vu, inclut aussi le devoir de protéger la vie et la santé contre les dangers climatiques, contre les dangers émanant du changement climatique. Alors, la protection de l'environnement, la protection du climat est aussi intégrée dans ce devoir de protection, mais toujours avec un lien, protéger la vie et la santé du citoyen. Donc, maintenant, la Cour dit clairement, voilà, il y a cette obligation qui oblige l'État de réagir. Et le devoir de protéger, comme on a dit, est interprété de cet article 2, alinéa 2, première phrase. Et ce qui est maintenant vraiment, je dirais, un peu sensationnel peut-être, que cette Schutzpflicht peut s'étendre même aux générations futures. Mais là, bien sûr, la Cour fait une restriction importante, une réserve importante, parce que les droits fondamentaux ont deux dimensions, une dimension subjective, alors c'est le droit subjectif qui donne accès à la justice, et un droit objectif qui oblige l'État, mais qui ne peut pas être utilisé pour agir en justice. Et là, cette obligation de protéger aussi les générations futures fait partie du droit objectif. Donc, les requérants, eux, ils ne peuvent pas utiliser donc cet aspect intergénérationnel, en tout cas pas de manière directe, mais de manière indirecte, oui. OK, pour maintenant le contenu de ce devoir de protéger. Et si on parle maintenant du sujet protection du climat, la Cour dit clairement, alors, il y a une obligation de prendre des mesures d'atténuation. Il y a aussi une obligation de coopérer au niveau international. Donc ici, la Cour prend cet argument qui est souvent utilisé, mais pourquoi nous et pas les autres? Notre apport est très minime, il faut agir au niveau international. La Cour dit, oui, c'est tout à fait raisonnable. Et justement pour cette raison, la République fédérale d'Allemagne est obligée de vraiment coopérer à ce niveau-là et d'utiliser son poids pour trouver des solutions au niveau international pour protéger le climat. Voilà, on a renversé l'argument, ça c'est, sans le dire de manière explicite, mais je trouve que ça c'est vraiment un point assez important. J'ai d'ailleurs mis dans les slides toujours la référence, le paragraphe où se trouve dans la décision, dans l'arrêt, c'est ce qu'on dit là. Donc, parce que c'est, comme j'ai dit, 100 pages et je ne sais pas combien, presque 300 paragraphes. C'est numéroté sur la page à côté avec les chiffres paragraphes. Donc, comme ça, on peut facilement retrouver les phrases. Donc, juste pour ceux qui veulent peut-être regarder la version originale de cet arrêt. Et bien sûr, les mesures d'adaptation aussi, elles sont, attendez juste une seconde, les mesures d'adaptation sont aussi importants et sont contenus de cette devoir de protéger de manière concrète. Et ce qui est important aussi, maintenant on reste toujours sur cette image, le côté à droite, le devoir de protection n'est pas violé à présent.
hein. Ça, je crois que c'est important, parce que la Cour dit, voilà, jusqu'à maintenant, c'est d'accord, mais on va quand même suivre cette affaire. Et à présent, ça c'est un point important. Parce que bien sûr, il est clair, et ça c'est là, la Cour reste dans sa ligne traditionnelle, dans sa jurisprudence constante qui va aussi en parallèle, par exemple avec la décision du haut grade aux Pays-Bas, que bien sûr il y a une grande marge de manœuvre, une grande marge discrétionnaire du législateur, comment il remplit cette obligation de protéger les citoyens. Ça, c'est clair. Il y a cette obligation, il faut les protéger, mais comment? Ça, c'est normalement du sphère politique. Et la Cour reste, c'est une, je dirais, c'est une judicial self-restraint. Et normalement, il reste un peu en arrière et il laisse une grande marge à la politique et aux législateurs. Mais ici, dans cet arrêt, j'ai l'impression qu'il est allé un peu plus loin parce que, bon, on verra tout de suite, mais ce qui est important, c'est que normalement, une violation de ce concept de Schutzpflicht n'est constatée que dans la mesure où aucune mesure existe ou bien les mesures sont vraiment complètement insuffisantes ou inappropriées. Donc ça, normalement, c'est pour un requérant vraiment une barrière assez difficile à surmonter. Et c'est pourquoi, normalement, dans les affaires qui concernent l'environnement, il n'y a pas de requêtes qui ont succès avec cette argumentation de Schutzpflicht. Et d'ailleurs, dans notre affaire ici, cette argumentation n'a pas eu de succès non plus. Ça, c'est intéressant. Euh, la Cour dit, voilà, ce n'est pas le cas, donc il n'y a pas cette situation que le législateur n'a rien fait. Mais évidemment, parce qu'il y a cette loi, et cette loi, bon, ça pourrait être mieux, mais quand même, il existe et ce n'est pas complètement inapproprié. Mais déjà là, il y a maintenant certains points concrets pour le législateur. Il est clair que la neutralité climatique est un objectif obligatoire. Bon, ça, c'est déjà cette phrase en tant que telle, c'est impressionnant parce que c'était jamais dit avant. Maintenant, on sait que notre Constitution oblige le législateur de poursuivre la neutralité climatique. Ce n'est pas seulement un objectif politique, c'est un objectif qui est donné par la Constitution même et qui est déduit de cette conception de Schutzpflicht, mais aussi de l'article 20a. On revient sur cet article dans un moment. De plus, il est nécessaire de réduire les gaz à effet de serre au fur et à mesure, step by step, pour atteindre ce but. Et bien, maintenant, la Cour dit, vu que la loi existante poursuit en principe cet objectif, c'est pas le devoir de protéger, la protection n'est pas violée. Mais il dit aussi que il serait en tout cas insuffisante si on utilise une approche qui consiste à laisser libre cours au changement climatique, c'est-à-dire si on ne fait rien. Bon, ça c'est évident, mais aussi si on se concentre uniquement sur des moyens d'adaptation. Alors là, la Cour devient aussi très concrète. Il dit non, il faut suivre ce chemin de utiliser des mesures de protection, d'atténuation. On ne peut pas juste attendre et puis prendre des mesures d'adaptation. Alors je trouve ça c'est quand même assez concret. Oui, sur cette image, encore une fois, le dernier, je crois, sur les devoirs de protection, la Cour résume, il ne peut pas être constaté que le législateur a dépassé son marge d'appréciation constitutionnelle parce qu'il suit les objectifs de l'accord de Paris. Et les requérants, ils ont dit,
que même ça, c'est pas suffisant, parce que les 2 décrets, c'est déjà trop. Et c'est vrai, si on écoute les scientifiques, probablement, il faut vraiment aller vers 1,5 décrets ou même encore plus loin. Mais là, la Cour dit non, mais suivre les accords de Paris, c'est bien, c'est d'accord, il ne faut pas aller plus loin. Et à cet égard, c'est intéressant que la Cour fait une différence entre la protection du climat d'un côté et la protection de la santé d'autre côté. Parce qu'il dit, pour protéger la santé, oui, là, il peut être suffisant si on utilise des mesures d'adaptation complémentaires, qu'on peut vraiment protéger les gens, mais pour le climat, ça peut peut-être pas être suffisant. Mais laisse ouverte ça, il dit juste, voilà, il n'y a pas un excès de, de cette marge d'appréciation. Et donc, la Cour reste dans sa ligne. Il dit non, il n'y a pas dans la conclusion une violation du devoir de protection. Bon, maintenant, une deuxième grande axe, bien sûr, c'est l'article 20A. Et d'ailleurs, juste en parenthèse, d'ailleurs, les requérants, ils ont argumenté encore plus loin. Ils ont dit, normalement, on devrait interpréter de la Constitution même un droit fondamental à une vie saine et à un climat euh, euh, sain et protégé. Mais là, la Cour a renoncé, elle a dit non, et un tel droit fondamental n'existe pas. Et l'article 20A, d'ailleurs, ce n'est pas un droit fondamental, ce n'est pas un droit subjectif. Dans la conception de notre Constitution et aussi dans la jurisprudence de la Cour, c'est affirmé, ce n'est pas un droit fondamental, ce n'était pas voulu d'ailleurs, mais c'est une obligation objective qui incombe à tous les droits puissance et notamment aux législateurs. Vous avez sur la droite le texte de l'article 20A et donc la Cour dit maintenant l'article 20 est justiciable. Bon, c'est normal hein, que la Cour dit que c'est justiciable, mais ce qui est quand même un peu étonnant, c'est les raisons, parce que là, la Cour devient très concrète, encore une fois, et il utilise des mots qui sont peut-être un peu étonnants parce qu'il fait allusion au fait que les procédures politiques, parfois, elles sont très lourdes et on reflète dans des mesures très courtes les périodes législatives. Et donc, il y a ce risque que des questions importantes, surtout dans le temps et les questions intergénérationnelles, euh, il risque un peu d'être perdu dans ces procédures. Et donc, on voit là vraiment parce qu'on se pose la question pourquoi on dit ça, c'est pas important, mais vu le rôle de la Cour et cette question de séparation de pouvoir, j'ai l'impression que la Cour, effectivement, il est moins réservé dans ce contrôle que d'habitude. En fait, le prochain slide nous dit que maintenant, c'est un peu l'autre côté, il y a ce contrôle, mais la Cour dit, mais il n'est pas quand même le devoir des juges de déterminer les quantités de réduction, en tout cas normalement. Et puis après, il devient quand même assez concret. En tout cas, le législateur a, comme on l'a déjà dit, le devoir de concrétiser cet article 21 et il l'a fait en suivant les orientations de l'agrément de Paris. Et donc nettement en dessous de 2 degrés. Et ça, c'est OK. Là, à présent, le pouvoir discrétionnaire n'est pas excédé. Hein. Encore une fois, à présent, parce que ce constat que cet article n'est pas violé est quand même sous une réserve de changement de fait. C'est-à-dire, maintenant, la Cour, le législateur, hein, c'est le prochain slide, doit faire attention au, au changement, en fait, oui, peut-être aux évolutions, au développement scientifique, parce que des connaissances scientifiques nouvelles pourraient aussi
mettre en question l'approche qu'on a choisie. C'est normal. Donc, cet article constitue une obligation permanente du législateur d'adapter le droit de l'environnement à la connaissance scientifique la plus récente. Et la Cour parle ici vraiment du droit de l'environnement de manière générale. Et le droit climat, c'est intégré. Et donc, il y a une obligation de suivre les connaissances scientifiques et éventuellement adapter la loi. Il me semble, si on lit l'arrêt entre les lignes, c'est pas dit de manière explicite, mais il me semble que pour les juges du premier Sénat, les chiffres de Paris, enfin les objectifs, ils sont plutôt le minimum et pas le maximum. Ils disent oui, c'est d'accord si on suit ces objectifs, mais tout ce qui est dit de suivre les connaissances scientifiques, c'est plutôt dans le sens, éventuellement, il faut encore serrer les objectifs. C'est comme je comprends un peu l'intention de la Cour. Maintenant, comment quantifier l'objectif? Là aussi, la Cour devient maintenant très concrète. Et oui, l'objectif, il faut le quand même maintenant mettre opératif, et ça, c'est fait par le budget d'émission. C'est une approche qui est utilisée par le Conseil international, IPPC, le GIC, et ça, c'est aussi transmis après à un budget national. Et voilà, ça, c'est la référence qu'il faut maintenant suivre. Mais encore, il dit à la fin, vu les incertitudes, parce que là, il faut vraiment dire que calculer ce budget d'émission qui nous reste, il y a quand même beaucoup de questions scientifiques, beaucoup d'incertitudes. Et vu cette incertitude, la Cour n'a pas constaté pour le moment une violation de l'article 21. Encore une fois, à présent. Et donc, on voit maintenant, jusqu'à ce point, pas beaucoup d'espoir pour les requérants parce que, comme on l'avait attendu, les Schutzpflichten, ils ne sont pas violés, l'article 21 non plus. Mais maintenant, la Cour continue avec la fonction plutôt classique des droits fondamentaux protégés contre l'État et des atteintes aux droits des citoyens, mais avec une invention nouveau, avec vraiment une approche nouvelle qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Parce que la Cour dit que les droits fondamentaux sont violés du fait que le législateur n'a pas prévu des mesures suffisantes pour prévenir des charges importantes de réduction des émissions après 2030. Ça, on a déjà dit. À cet égard, l'obligation de protéger les droits fondamentaux des requérants est violée à présent. Excuse-moi, Gerhard, mais il y a parfois un problème de son. Est-ce que c'est seulement chez moi ou... Hein? Moi, j'entends très bien. Ah, ok. Oui, moi aussi. Pardon. Excusez-moi alors. Moi aussi, Ok. très bien. Oui. Ok. Donc, j'espère que ça va s'arranger. Enfin, il y a cette violation des droits dans le futur et comment maintenant la Cour justifie et explique cette violation. Il dit que, et ça c'est vrai, bien sûr, la décision du législateur de permettre des volumes des émissions aujourd'hui jusqu'à l'horizon 2030, qui sont fixés dans la loi, c'est quand même un volume très important. Et c'est si importante que ça va manger, on pourrait dire, presque tout le budget qui nous reste. Et que ça veut dire qu'après 2030, il y a des mesures qui doivent être prises, qui sont beaucoup plus restrictives que les mesures aujourd'hui. Et c'est pourquoi la Cour dit il y a, moi j'ai traduit un effet anticipatif
équivalent à une atteinte. On peut le traduire aussi autrement, je vais peut-être voir après. Il y a d'ailleurs une très bonne résumé de cet arrêt par la Cour même en français. Ça, c'est vraiment très bien. Delphine, peut-être tu pourrais le aussi distribuer parmi les collègues parce que c'est bien fait. Et les points les plus importants, ils sont là. Ils ont choisi un peu une autre traduction, mais effectivement, en allemand, c'est eingriffsähnliche Vorwürfe. Ce n'est pas vraiment une atteinte, mais c'est une quasi-atteinte, on peut dire, parce qu'il y a ce risque très important qu'il y aura des atteintes aux libertés après 2030 pour les jeunes requérants qui, bien sûr, vont être les objets de ces atteintes après 2030. Voilà. Maintenant, la Cour explique ça, le taux d'émission admis par la loi a cet effet anticipatif équivalent à une atteinte. Donc, il s'agit vraiment des taux d'émission, des quantités qui sont admis. L'article 2, alinéa 1, maintenant, ce n'est pas l'alinéa 2 qui protège la santé, mais l'alinéa 1 protège les libertés, la liberté de faire ce qu'on veut. Hein, ça, c'est très, très, très général, cet article 1. 2 alinéa 1, et ça englobe toutes les activités et tous les comportements des citoyens, y inclut bien sûr tous les comportements qui aujourd'hui produisent le CO2. Hein. Je utilise ma voiture qui n'est pas électrique, même si c'est électrique, donc tout ce qu'on fait effectivement produisent des CO2. Et ça, c'est protégé par soit des droits fondamentaux spécifiques, soit dans cet article 2, alinéa 1, qui est un article général qui protège tous les autres comportements et activités qui ne sont pas protégés par un article spécifique dans la Constitution. Donc, ces libertés et cette liberté générale de se comporter, ça c'est bien sûr limité par d'autres droits et d'autres aussi droits objectifs de la Constitution, par exemple par l'article 20A. Donc ici, cet article 20A qui sert à protéger l'environnement, devient une justification pour limiter les libertés des personnes, pour protéger le climat. Hein. Et aussi maintenant, le duty to protect, donc le Schutzpflicht, notre devoir de protéger la santé, devient maintenant un argument pour limiter les libertés d'utiliser une voiture, de prendre l'avion pour faire des vacances, etc., etc. Donc nous avons ici des intérêts opposés qui doivent être pondérés. Et maintenant, la Cour dit quand le budget CO2 qui correspond à cet objectif de nettement au-dessus de 2 degrés, de préférence vers 1,5 de réduction. Alors, si le budget CO2 est épuisé, et en principe, toutes ces pratiques qui produisent de CO2 ne devraient plus être permis et peut être restreint. En tout cas, il y a un risque que en ce moment, si je prends les différents intérêts, les libertés vont perdre cette pondération. Et donc, il y a ce risque pour la jeune génération de prendre toutes ces charges de notre vie actuelle. C'est ça un peu l'idée derrière cette approche choisie par la Cour. OK. Maintenant, en chiffres,
en fait, cet argument maintenant qu'il faut réduire ce budget, en fait, réduire les émissions et le calculer sur la base de ce budget, c'est déduit juridiquement de l'article 20A, mais aussi de cette duty to care. Et maintenant, on voit ici, il y a une calculation au niveau mondial du GIC, il y a une calculation pour le budget résiduel national qui est fait par le Conseil du gouvernement, le Conseil du ministre allemand de la protection de l'environnement. Et voilà, et d'après cette calculation, qui bien sûr est aussi soumis à des points d'incertitude, mais il y a un budget qui nous reste aujourd'hui, ou en fin 2020, de 6,7 gigatonnes. Et maintenant, avec les mesures qui sont aujourd'hui admises jusqu'à 2030, presque tout sera épuisé. Il y a après 2030 1 gigatonne qui reste. Et la question, quand est-ce qu'on va donc arriver à la neutralité climatique? Ça, c'est la question. Et ça montre un peu le problème pour les générations futures et la charge qu'ils ont à porter. Et là, la Cour dit, voilà, c'est trop. Maintenant, cet effet anticipatif équivalent à une atteinte n'est pas seulement de nature factuelle, ça c'est bien sûr aussi une question de fait, mais comme la Cour a argumenté, c'est de nature juridique, parce que justement, comme on a dit, la Constitution oblige à cette neutralité climatique, alors c'est un problème du droit. C'est le droit constitutionnel lui-même qui oblige à limiter les libertés ayant un impact sur des émissions CO2. Là, c'est vraiment assez radical, mais oui, c'est la réalité si on prend vraiment les mesures au sérieux. Ça veut dire que la conséquence juridique, il faut donc justifier cette quasi-atteinte au droit futur, mais il faut le justifier aujourd'hui. Hein. Et les critères de la justification constitutionnelle maintenant, c'est qu'il n'y aura pas une violation du droit constitutionnel objectif, c'est-à-dire est-ce que l'article 20A est violé. Là, la Cour a dit non, c'est pas violé, mais quand même, c'est pas conforme au principe de proportionnalité. Le principe de proportionnalité, c'est un peu un principe qui est inventé par la Cour constitutionnelle il y a très très longtemps, qui est utilisé aussi dans des autres juridictions et au droit européen. Mais la Cour l'utilise assez souvent et de manière oui, automatique. Donc, la proportionnalité, il n'est pas donné. Voilà. Pourquoi? Parce que justement, les générations, la jeune génération risque vraiment, après 2030, d'être confrontée avec des restrictions très importantes si on continue avec ce chemin. Et donc, implicitement, sans le dire, la Cour n'a pas dit les taux d'émission qui ont été choisis, les taux de réduction, ils ne sont pas assez ambitieux jusqu'à 2030. Mais c'est une conséquence logique du fait qu'il y a après 2030 un budget qui est très très petit qui reste. Et c'est pourquoi maintenant on peut dire, oui, voilà, c'est pas proportionnel de réduire très peu maintenant et laisser la charge à la fin à la jeune génération. Quelles sont les conséquences et je crois que ce qui est important aussi, que et la Cour, dans l'arrêt, s'est exprimée à plusieurs reprises qu'il faut maintenant
entamer cette transition, mais en douceur, parce que le plus tôt on commence, bien sûr, le plus facile ça serait, parce que tous les secteurs, ils doivent bien sûr maintenant prendre des décisions d'investissement, des planifications au niveau de tous les secteurs. Et là, il faut avoir de la clarté. Et je crois que cet arrêt, il a apporté beaucoup à cette clarté. Oui, voilà, ça c'est le chemin. Et c'est maintenant un chemin qui n'est pas seulement politique, mais c'est un chemin constitutionnel. Et je crois que tous les acteurs politiques, les acteurs économiques et la société en général, ils savent maintenant où on va aller. Et voilà, il faut cette transition en douceur dans tous les domaines de vie. Et par conséquent, le législateur est tenu de régler maintenant des objectifs plus concrets et faire un plan clair comment on va procéder après 2030 pour vraiment répartir les charges de manière faire de manière proportionnelle entre, disons, les, la génération d'aujourd'hui et la génération future, et les jeunes et les vieux, etc. Voilà, ça, ce sont les conséquences juridiques. Juste un mot, peut-être, on avait déjà parlé tout au début que j'ai vraiment l'impression, ou non, c'est clair, c'est pourquoi j'ai mis cet exemple, c'est une jurisprudence qui s'internationalise, une jurisprudence qui est inspirée par les autres arrêts dans d'autres juridictions, et j'ai jamais vu un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a cité autant de cours étrangères. Et ici, il s'agit du point que l'État doit assumer sa responsabilité pour ses propres émissions et ne peut pas se débarrasser de cette responsabilité, en mettre le doigt sur les autres. Ça, c'est le point. Et voilà, il y a toutes euh, euh, ces tribunaux, ces cours qui sont cités. Et aussi, le slide le prochain slide, c'est encore une fois, il s'agit de cette approche de budget qui est aussi utilisée par d'autres cours, par la Hoge Rat par exemple. Et ça, c'est vraiment impressionnant qu'ici, on utilise vraiment une argumentation d'autres juridictions pour, je dirais, renforcer un peu la propre argumentation. Et ça, c'est intéressant. La réaction politique était rapide. Hein. Alors, juste peut-être le gouvernement voulait montrer que les procédures ne sont pas si lourdes que la Cour disait, mais non, ce n'est pas le point. Mais il faut voir que, bien sûr, il y avait aussi une discussion au sein du gouvernement avant, et pour le parti de gauche, c'était déjà à l'époque, pour notre ministre de l'Environnement, bien sûr, c'est sa fonction. La loi existante qui était maintenant ici devant la Cour, c'était pas assez ambitieuse pour les uns, les autres, ils étaient d'accord. Maintenant, il y avait je dirais, euh, des, euh, des projets dans les tiroirs, donc c'était très facile maintenant. Et bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est mettre des chiffres plus ambitieux. C'est pas un travail trop compliqué au niveau juridique non plus. Donc, mais c'est quand même intéressant. Si je vois bien ici, c'est le 2 juin, donc c'est tout fraîche. Et d'ailleurs, demain, ça sera au Parlement. Donc, on va discuter ça au Parlement. Demain, peut-être on va déjà adopter. Alors, ça, c'est
le projet de loi du gouvernement qui est soumis à l'Assemblée nationale. Et on va changer l'article 3 qui est déclaré inconstitutionnel. Et vous voyez ici, c'est en allemand, mais ce n'est pas très compliqué à comprendre. On va remplacer le chiffre de 55% pour 2030 à 65%. Pour 2040, on a maintenant un objectif intermédiaire de 88. Et 5 ans avant que prévu, déjà en 45, on veut arriver à la neutralité climatique et après 2050 même, on veut produire des émissions négatives, hein, donc c'est-à-dire retirer des émissions de l'atmosphère. Ça, c'est l'objectif. Maintenant, on a traduit cet objectif dans l'article 4 et dans un nouveau annexe 3 de la loi, où on a maintenant mis aussi des quotas annuels de réduction pour les différents secteurs. Et il y a aussi un changement de l'annexe 2 qui existe déjà. Et là, on a renforcé un peu aussi les quotas sur le transparent prochain. Et si vous pourriez le comparer avec le transparent tout au début du droit de la loi existante, et on voit qu'il y a certains renforcements, surtout dans la deuxième partie du décennie après 2025. Alors ça, c'était déjà le slide prochain. Voilà, c'est l'annexe 2 nouveau qui est dans le projet. Donc, on a réagi rapidement. Là, c'était pris en mars, cette décision de la Cour. Maintenant, 3 mois après, déjà une nouvelle loi, bien que la Cour a donné jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc, ça, c'est vraiment assez rapide. Les conclusions, il y a bien sûr, c'est un arrêt vraiment riche et probablement il faut le lire plusieurs fois. Je l'ai déjà, certains passages, lus plusieurs fois, mais je crois que ça va inciter une longue discussion. C'est vraiment novateur et on va peut-être arriver à des conclusions encore plus substantielles après un certain temps, quand la discussion a vraiment commencé. Mais pour le moment donné, je dirais que d'abord, cette décision s'intègre très bien dans le courant actuel. Je crois que jamais personne n'aurait pensé au début de cette année que les litiges climatiques prennent une telle vitesse et je trouve ça incroyable. Nous avons eu aussi l'arrêt en Pays-Bas du Royal Dutch Shell, qui était aussi vraiment remarquable. On pourrait en faire peut-être aussi un webinaire. Et nous avons cet arrêt ici, nous avons maintenant l'affaire Climat-Sac. Et donc, il y a vraiment, il y avait aussi en Australie une décision importante. Alors, il y a vraiment des choses qui bougent d'une rapidité inattendue. Les juges, je pense, ils sont prêts à exercer, que je l'ai déjà dit tout à l'heure, un contrôle plus actif, il me semble. En tout cas, pour la Cour constitutionnelle allemande, j'ai l'impression que cette réticence de contrôler le législateur sur ce point, surtout en environnement, qu'on a choisi maintenant un rôle un peu plus actif. Et je crois que l'impact politique va être aussi énorme, et cette réaction très rapide l'a déjà montré. Et je crois aussi que l'arrêt va avoir un impact sur la jurisprudence dans d'autres pays, parce que comme on l'a vu, il y a cette
internationalisation, on apprend chacun de l'autre et on s'inspire, et ça c'est aussi nouveau, et donc ça va jouer certainement un rôle aussi dans d'autres affaires. Et ce qui est aussi intéressant que la Cour, tout au début, il y a vraiment des paragraphes et des paragraphes où on explique euh, les faits, et en se référant bien sûr sur les connaissances scientifiques les plus avancées exprimées par le IPCC, etc. Donc cette utilisation, cette référence de la science, elle est vraiment manifeste. Et là aussi, comme j'ai dit, j'ai juste jeté un coup d'œil sur cette arête ClimaSac, parce que là, mais là aussi, il y a, je crois que la première partie de toute cette décision, il s'agit des faits scientifiques sur lesquels on se base. Alors ça, c'est aussi un point, je crois, évident et important. En ce qui concerne maintenant un peu les conclusions plutôt juridiques du droit constitutionnel allemand, on peut dire, voilà, la Cour est quand même restée dans ses lignes, je dirais, oui, traditionnelles de sa jurisprudence en ce qui concerne la conception de cette obligation de protection. Et on peut peut-être aussi critiquer, mais comme ça a donné la Cour la possibilité de rester dans les lignes et quand même développer sa jurisprudence. Enfin, la prochaine slide, il y a encore quelques points peut-être plus concrets. Ah oui, bien sûr, cette dimension intertemporelle et intergénérationnelle, il faut le mentionner encore une fois. Ça, c'est vraiment aussi un point fort de la décision. En ce qui concerne les détails de l'argumentation, on peut se poser la question vraiment pourquoi la Cour n'a pas utilisé ce concept de Schutzpflichten, parce que si on va au fond, les reproches ou l'argument principal pour justifier l'inconstitutionnalité, c'est quand même que les taux de réduction avant 2030, ils ne sont pas assez ambitieuses. Et de l'autre côté, après 2030, il y a aussi des règles qui manquent. Alors, en fin de compte, c'est une omission du législateur qui est reprochée et pas une action. Donc, on pourrait utiliser cette conception aussi, mais la différence, c'est que l'obligation de protéger, c'est surtout basé sur le droit fondamental de la santé et de la vie. Il s'agit ici, la Cour ne dit pas la jeune génération court le risque d'être violée dans la santé après 2030, mais ce sont les autres libertés qui sont menacées. Donc ça, c'est la différence. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cette interprétation de l'article 20A, c'est assez concrète. Donc il y a quand même une interprétation très concrète, même si la Cour dit oui, il y a cette marge d'appréciation, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus limité. Voilà, je crois que grosso modo c'est ça, et maintenant je suis vraiment très intéressé pour la discussion, et je vous remercie pour votre attention.